j'ai nourri une crainte, celle d'être devant vous vulnérable. Une certaine sécurité m'aurait conduit à troquer ma liberté de m'exprimer ici. Mon contradicteur a eu les siennes, et ils se trouvent aussi devant vous. Mais je me dresse en rempart, et lorsqu'il sentira point un sentiment d'échec, je lui dirai que ce sentiment n'est en rien comparable avec ceux que pourront éprouver celles et ceux qui sont restés de l'autre côté de l'amphithéâtre, par crainte et non par choix, un sentiment de regret, un sentiment de culpabilité. Je suis donc devant vous vulnérable. Vulnérable, certes, mais libre. Est libre celui qui dépend de soi, n'est soumis à aucun maître. Est en sécurité celui dont l'intégrité physique et morale ne sont mises en jeu. Celui à l'abri du besoin. Celui qui ne prend pas de risques. Il s'agit de refuser que l'on troque sa liberté, la sienne donc, contre plus de sécurité. Il s'agit également de condamner ceux qui troquent leur liberté pour plus de sécurité. Puisque nous le verrons, ils ne seront pas les seuls à y perdre. Nous pouvons donc déjà assimiler ce type de comportement à un comportement égoïste. Je louerai enfin les vertus de la liberté, démontrant qu'il ne peut y avoir de demi-mesure. Votre choix d'être libre ou non ne saura prendre la forme d'un grain de sable sans conséquence, mais prendra inévitablement celle du nez de Cléopâtre. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l'air gaspilleux, comme des nègres et des Chinois. Elle se révolte, que chacun fasse ce pourquoi il est fait, et tout ira bien. Prenons acte de la dernière phrase de Renan. Que chacun fasse ce pourquoi il est fait, et tout ira bien. Mais inscrivons-la dans un autre contexte. À savoir que ce que nous devons faire n'est en rien prédestiné. Oui, je dis avec Sartre que l'existence précède l'essence. Que l'homme est non seulement ce qu'il est, mais aussi ce qu'il fait. Alors que ceux qui renoncent à la liberté pour plus de sécurité vont indéniablement dans le sens de Renan. Ne vous laissez pas imposer ce pourquoi vous êtes fait. Ne soyez pas lâches, car voilà vraiment de quoi il s'agit. Et soyez bien sûr que tous les lâches ne sont pas sur le continent africain. Un bon nombre d'entre eux se trouvent sur notre continent. Le lâche n'a pas de couleur, tout comme le bras. Alors, travaillez sur les routes si bon vous semble, mais refusez la chaîne et son odieux cliquetis. Faites une sieste s'il vous convient, mais refusez le lit de Procuste. Car voilà vraiment de quoi il s'agit. Il s'agit de lâcheté, cause des silences les plus nauséabonds et de tous les maux. Et ne me parlez pas d'instinct de survie, car ceux qui préfèrent à la mort la survitude ne méritent rien. Suivez plutôt le chemin de l'illustre Martin Luther King, sur la tombe duquel est gravé « Libre enfin, je suis libre, enfin ». Ou alors, peut-être, changeons notre devise française. Chiche, sécurité, égalité, fraternité. Aussi, imaginez un instant que De Gaulle eût dit en 1945. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris en sécurité. Il n'aurait pu ajouter libéré par la France tout entière, c'est-à-dire par la France qui se bat, c'est-à-dire par la vraie France, la seule France, la France éternelle. Voilà ce que je défends aujourd'hui devant vous. Je défends celui qui se bat, et je dénonce celui qui cède à la crainte, à l'oppression. Et puisque nous sommes sur le terrain de la résistance à l'occupant, je me dois de citer ces vers d'Éluard. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arts,
sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sachez que ce poème a été publié par un journal officiel du régime de Vichy. Comment est-ce possible? Parce que le censeur n'alla pas jusqu'au bout, pensant encore un poème d'amour, et apposa son tampon. Et c'est là une leçon. La liberté, ce sentiment inénarrable de légèreté, est aussi fort que l'amour. Imaginez un instant que Roméo et Juliette n'eussent pas bravé leurs familles respectives par complaisance. Ils ne seraient pas les personnages d'une des plus belles pièces de théâtre et ne mériteraient que la noirceur d'un cachot. Et puisque la liberté n'est jamais acquise, et trop souvent remise en cause par quelques ternes personnages, souriez à l'enjambement et refusez le diktat de l'alexandrin classique. Souriez à Hugo qui frappa à la porte de la Comédie Française en 1830 avec Hernani. Préférez aux amarres et aux pontons le large et la grand voile. Préférez la voix qui porte au silence craintif. J'accuse les lâches. Combien de temps encore verrons-nous nos juges, soucieux dans leur travail, de la notation, dévouement au service qu'ils auront? Combien de temps encore verrons-nous nos députés s'abstenir, soucieux de garder leur place dans l'hémicycle? Combien de temps encore vivrons-nous sous un ciel dépravé? N'oubliez pas l'hymne français. N'oubliez pas que l'homme est digne uniquement quand il est libre. De plus, il ne s'agit pas seulement de vous. Nous sommes garants de notre liberté, oui, et par là même de la liberté. Puisque nous sommes comme le bon père de famille, plus gravement même que le bon père de famille, tous, l'exemple pour l'humanité. Alors, le mot liberté sonne clair. La notion liberté sonne juste. Alors que lâcheté, pour reprendre l'expression de Julien Gracq, n'est qu'un agrégat de syllabes inquiétantes. Inquiétantes par ce qu'elles sont, inquiétantes par ce qu'elles évoquent, inquiétantes par ce qu'elles engendrent. Je reviens pour finir à Renan, qui lui-même a préféré sa liberté au risque de s'attirer les foudres de l'Église. Comme en atteste la présence à Tréguier, chez nos voisins bretons, d'un monument à sa gloire. Et d'un autre, le calvaire de réparation, revanche des catholiques, à l'hommage rendu à Renan. Il ne vous reste donc qu'une chose à faire. Indignez-vous contre ce que vous allez entendre de la part de mon contradicteur. Merci. Madame, Messieurs du jury, cher public, chers contradicteurs, je dois aujourd'hui me prononcer sur la question suivante. Une personne prête à troquer sa liberté contre plus de sécurité ne mérite-t-elle ni l'une ni l'autre? Je vais commencer par définir les termes en question. La liberté se définit comme le fait de ne pas être contraint, ou encore la possibilité d'action ou de mouvement. Néanmoins, la liberté n'est pas absolue. En effet, comme Rousseau le précise implicitement dans le contrat social, le peuple troque sa liberté contre plus de sécurité. En effet, l'État est tenu de protéger et de mettre en place une sécurité. La sécurité, quant à elle, c'est la situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger, qui est rassuré. La sécurité consiste donc en l'absence de risque. Troquer sa liberté contre plus de sécurité signifie l'échanger. Ainsi, il faut s'autolimiter dans sa manière d'agir et notre comportement afin de se mettre dans une situation où l'on ne risque plus rien. La question qui nous est posée est de savoir si l'hypothèse où une personne souhaite privilégier sa sécurité en remettant en cause la jouissance de liberté dont elle bénéficie, cette personne doit-elle se retrouver privée de liberté, mais aussi de sécurité? À cette question, je répondrai par la négative. En effet, comme le précise l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les hommes naissent et demeurent libres. Mais également, l'article 5 de la Convention européenne dispose que toute personne a le droit à la liberté. Ainsi, la liberté est un droit fondamental reconnu à toute personne. Dès lors, la liberté étant un droit fondamental, celui-ci ne doit pas pouvoir être retiré à une personne. De plus, cette impossibilité de renier un droit tel que la liberté
n'est pas possible si l'on se réfère à Kant. En effet, selon lui, le droit naturel de l'homme se résume à la liberté. La liberté est l'unique droit originel revenant à chaque homme en vertu de son humanité. Ainsi, comme la liberté consiste en un droit fondamental et un droit naturel, même si une personne troque cette liberté pour plus de sécurité, elle disposera toujours d'une certaine liberté. Étant donné qu'il s'agit de l'essence même de l'homme d'avoir une liberté, on ne pourra en aucun cas le lui retirer, même si la personne souhaite potentiellement l'échanger contre plus de sécurité. D'autre part, qui pourrait envisager troquer sa liberté contre plus de sécurité? Préféreriez-vous vivre enchaîné et restreint dans vos déplacements, plutôt que libre, mais avec des risques plus importants pesant sur votre sécurité? Parlez-en à Salah Abdeslam. Je ne pense pas qu'il soit heureux qu'on porte atteinte à sa vie privée pour supposément assurer sa sécurité. Ou encore, en Corée du Nord, de ce que l'on sait de la situation dans ce pays, il semble bien que la population vit en sécurité sur le territoire. Aucun problème si ce n'est diplomatique. Les risques d'attaque terroriste sont minimes. Néanmoins, combien de libertés cette population a abandonné pour en arriver ici? La situation est ici assez paradoxale. Le Nord-Coréen qui souhaite user de sa liberté porterait atteinte à sa propre sécurité. Ensuite, je souhaiterais préciser que la balance entre sécurité et liberté est inexistante. La sécurité est une composante de la liberté. On ne peut pas troquer sa liberté pour avoir plus de sécurité. La sécurité étant une composante intégrale de la liberté, si on troque sa liberté, on n'obtiendra pas de sécurité. La sécurité ne pouvant pas aller sans liberté, troquer sa liberté revient à dire « je renonce à ma sécurité ». Aussi, l'ancien Premier ministre, lors de son discours devant l'Assemblée nationale du 19 novembre 2015, au lendemain des attentats de Paris, a déclaré « la sécurité est la première des libertés ». Dire cela revient à affirmer que le concept de sécurité ne va pas à l'encontre de celui de liberté. L'un ne va pas sans l'autre. De plus, je ne comprends pas très bien l'idée selon laquelle on devrait troquer sa liberté pour avoir plus de sécurité. Ces deux concepts sont conciliables. Par exemple, si je décide d'installer des caméras de vidéosurveillance chez moi pour assurer ma sécurité, je suis prêt à remettre en cause certains aspects de ma liberté, comme le respect de la vie privée, mais le gardien qui me surveillera connaîtra l'ensemble de mes agissements. Mais pour agir de telle façon, il a fallu que j'exerce une liberté, celle de ma liberté de conscience, à savoir que j'ai choisi de m'infliger cette sécurité supplémentaire en posant les caméras de surveillance. En France, comme vous le savez, on est sous le régime de l'état d'urgence depuis le mois de novembre 2015. Ce régime consiste à réduire les libertés de chacun, afin d'assurer une plus grande sécurité à la population. C'est ainsi qu'on prévoit une plus grande facilité pour les assignations à résidence. Cependant, on peut parfois s'interroger sur l'intérêt de ces lois liberticides. Par exemple, la première assignation à résidence prise sous le régime de l'état d'urgence concernait un militant écologiste lors de la COP 21. En quoi un tel militant souhaitant manifester pacifiquement est un trouble à l'ordre public pouvant conduire au terrorisme? Doit-on, dans un tel cas, accepter de troquer sa liberté contre plus de sécurité, lorsque cet échange a pour son conséquence une utilisation détournée de ce pourquoi on se prive de notre liberté? L'échange de liberté contre plus de sécurité n'est pas un calcul arithmétique. Ce n'est pas parce qu'on se prive d'un certain nombre de libertés que cela va pour conséquence d'augmenter d'autant la sécurité dont on va bénéficier. Par exemple, la France, en situation d'état d'urgence le 14 juillet 2016, s'était restreint d'une certaine façon ses libertés, mais n'a pas pour autant pu consacrer la sécurité des citoyens avec les attentats qu'il y a eu à Nice. La sécurité totale est un concept que l'on ne peut pas totalement voir se réaliser. La sociologie nous montre finalement qu'il y a une normalité du crime, c'est-à-dire que dans toute société, il y aura de la déviance. Mis à part de vivre dans des bunkers sécurisés, on ne pourra jamais obtenir une sécurité absolue. Ainsi, l'on ne troquera pas sa liberté pour obtenir un semblant de sécurité. Tout au plus, les personnes sont prêtes à troquer certaines de leurs libertés, mais pas la liberté au sens de l'ensemble des libertés. Enfin, si une personne envisage d'abandonner sa liberté pour obtenir plus de sécurité, en quoi ne serait-elle pas digne d'être en sécurité?
L'autodétermination des personnes doit la conduire à pouvoir décider de renoncer à sa liberté pour assurer sa sécurité. Dans ce cas, pourquoi devrait-on lui retirer sa sécurité? La personne qui veut se sentir en sécurité peut donc renoncer à sa liberté. Mais de quel droit devrait-on dire que cette personne doit se retrouver en situation de danger en raison de son choix de renoncer à la liberté? Selon un sondage iTélé Le Parisien sur la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015, 68% des personnes interrogées estiment la loi remettant en cause leur liberté et le respect de la vie privée. Néanmoins, 69% estiment également que cette loi est légitime et utile. Une majorité de personnes considèrent qu'il est légitime de renoncer à une partie de liberté pour assurer une plus grande sécurité. Dès lors, les arguments annoncés par mon contradicteur nous amèneraient à considérer que les citoyens français devraient être privés de leur liberté, mais également de sécurité. Ils n'auraient le droit à ni l'une ni l'autre. Est-ce vraiment ce qu'on veut dans un état de droit? Est-ce vraiment ce que l'on veut pour la France, pays des droits de l'homme? Pour ma part, j'estime qu'il est nécessaire qu'on puisse bénéficier de ces deux droits fondamentaux. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Mon contradicteur a avancé comme argument que la liberté ne pouvait pas être absolue. Je n'ai pas dit le contraire. Et je suis d'accord. Ce qui pose le principe de la liberté, ce qui assoit le principe, est aussi ce qui le borne. Il aurait pu, s'il avait fait du droit, me parler de Hobbes et me dire oui, Hobbes, que dit Hobbes? Hobbes dit qu'un ensemble de personnes qui sont en état de danger permanent, contrairement à Rousseau, doivent créer quelque chose de plus puissant, le Léviathan, l'État, pour leur sécurité, quitte à y perdre un peu de liberté. Eh bien moi je dirais que Hobbes est obsolète, et qu'aujourd'hui, l'État, un des premiers rôles de l'État, est de garantir les libertés fondamentales, les libertés publiques. Aussi, il a parlé d'une loi, prenons par exemple l'état d'urgence, une loi pour avoir plus de sécurité, et expliqué que de nombreuses personnes étaient d'accord, quitte à y perdre un peu de liberté. Ce que je lui demande, c'est est-ce que ces personnes se sentent vraiment concernées par cette absence de liberté? Par exemple, un poète allemand explicite bien ce propos. Ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien fait, je n'étais pas socialiste. Ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien fait, je n'étais pas juif. Etc. Ils sont venus me chercher, je n'avais plus personne pour me défendre. Enfin, mon contradicteur déforme mon propos. Quand je dis mérite, je dis que les personnes qui troquent leur liberté pour plus de sécurité ne mériteraient pas ni l'une ni l'autre. Mais je ne dis pas qu'il faut lui enlever. Par exemple, si je dis que ma copine ne me mérite pas, ce n'est pas pour autant que je vais la laisser tomber. Merci. Pas perdre sa liberté ni sa sécurité, mais qu'on mériterait, mais qu'on ne doit pas l'appliquer. Mais je ne comprends pas réellement le sens dans lequel il veut dire qu'il ne mériterait pas, il mériterait seulement si dès lors qu'on ne lui applique pas. Le mériter, pour moi, pour que cela ait des conséquences, il faut l'appliquer. Donc il faut défendre cette thèse selon laquelle on doit enlever nécessairement et pas seulement rester dans l'abstrait à dire qu'on ne mérite seulement. D'autre part, je pars sur le principe que ma liberté est consécutive, ma sécurité est consécutive à ma liberté. Dès lors que je veux de la sécurité, c'est une certaine forme de liberté pour moi que je veux. Dès lors, parler de la sécurité, de parler des personnes souhaitant de la sécurité, qu'il s'agit de personnes lâches,
Cela revient à dire que les personnes souhaitant exercer une forme de liberté sont lâches. Donc, cela revient en quelque sorte à dire qu'une personne voulant exercer sa liberté est lâche. Je ne pense pas qu'on puisse en dire ainsi. Pourquoi tant de populations se sont battues pour acquérir de la liberté dans ce cas? Il aurait été plus simple de rester en sécurité sous des régimes dictatoriaux ou monarchiques où l'on disposait d'aucune liberté. Monsieur Mackenzie Pierce, vous m'évoquez une liberté jamais acquise. Pourtant, elle a été promise à perpétuité. En 1789, tout homme né et demeure libre. Le révolutionnaire nous aurait-il menti? Je crois qu'un révolutionnaire ment forcément. Ensuite, s'ils ne mentent pas, c'est qu'ils n'avaient pas toute leur tête. Je pense, et je suis sûr, que la liberté n'est jamais acquise. Parce que nous sommes, la vie est un éternel combat, et il y aura toujours des personnes pour aller contre les libertés, pour leurs avantages évidemment. À partir du moment où il y a ce type de personnes, il faut toujours lutter. Comme à la guerre, on ne laisse jamais gagner du terrain. Il faut toujours, rien n'est jamais acquis. Notamment la liberté. Les Zaki, pardon. Merci. Monsieur Aurel, ensuite, vous me parlez de Kant, de droit originel, de droit fondamental. Vous savez, depuis l'Antiquité, la liberté est un sujet précieux pour les philosophes. Et sont là les philosophes. Songeons aux créanciers, songeons aux débiteurs. Du premier, le second est esclave. Du créancier, le débiteur est en servitude. Dans ce cas, la servitude ne s'altère pas la sécurité, celle du commerce, celle des obligations. S'il s'agit d'une forme de sécurité, ça n'empêche que la personne est quand même libre de revendiquer une certaine liberté, d'une évolution de son statut pour devenir libre et non plus esclave. Vous ne croyez pas qu'il y a un esclavage de la dette? Pour moi, non. Je pense que la personne est toujours libre, même en étant redevable d'avoir une dette vis-à-vis de notre personne. La personne a toujours sa liberté qui est plus importante pour savoir qu'on peut s'opposer à ces règlements de dette vis-à-vis de l'autre. Sauf que si elle ne peut pas payer, le travail sera forcé. Merci, monsieur. Alors, moi, je dois dire que le sujet est un sujet qui me met mal à l'aise. Bon, enfin, alors, tout d'abord, M. Nathan Mackenzie Pierce, qui vous hégémonie tous les révolutionnaires. J'en suis un. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez du roman 1984? D'abord, je ne condamne pas tous les révolutionnaires, je pense en être un également. Ensuite, ce que je pense de 1984, eh bien, je crois qu'aux États-Unis, récemment, ce livre a été évoqué. Et je pense d'ailleurs que ce qui se passe pourrait être un bon exemple. Car aux États-Unis, tout comme nous le montre George Orwell dans son livre, aux États-Unis, Trump est arrivé à la tête de l'État, à la tête des États-Unis, en promettant justement plus de sécurité, des murs, peut-être des caméras. Donc je pense que cela peut être dangereux, comme je l'ai dit dans ma plaidoirie, pour les libertés. D'accord. Vous avez dit des phrases qui m'ont beaucoup étonné. Je sais que c'est de l'humour noir. Et je sais aussi que parfois, c'est humour noir. Eh bien,
on peut avoir du mal à en rire jaune. Bon, mais ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? C'est pour les suivants. Alors, ce qui m'a paru curieux, c'est lorsque vous avez pu dire comme ça, en déclamant, c'était très bien fait d'ailleurs, tous les lâches ne se trouvent pas que sur le continent africain. Bon, c'est vrai, moi, en tant qu'Africain, je suis rassuré de savoir qu'il y a des lâches ici aussi. Mais je voulais savoir quel rapport avec cette histoire-là, du TOC, de la liberté, de la sécurité. C'était parce que dans un premier temps, j'avais expliqué que pour moi, une personne qui refuse sa liberté pour plus de sécurité peut être assimilée à un lâche. Et ensuite, comme j'avais parlé de Renan, c'était pour mieux le contredire, c'était pour aller à l'encontre de la citation de Renan. Mon père et ma mère, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans cette histoire? Ils ne sont pas concernés par cette histoire-là. Parce que Renan, justement, explique que pour lui, les nègres, ils parlent... Voilà. Mais justement, j'en parle pour mieux m'en indigner. Parfait. Parfait. Indignez-vous. Mais c'est bien. Bon, quant à vous, je vous pose la même question. 1984. Qu'est-ce que ça évoque par rapport à votre problématique pour vous? Donc pour moi, 1984, c'est les personnes qui deviennent formatées pour assurer leur sécurité en quelque sorte. Mais doit-on, de ce fait, dès lors qu'elles préfèrent avoir la sécurité en étant formatées, en ayant des directives imposées, leur renier leur liberté qu'ils pourraient conquérir, ou même leur sécurité, leur mériter de ne plus être en sécurité, de se retrouver en danger du seul fait d'avoir accepté la sécurité préalablement? Oui, mais j'ai cru comprendre que chez vous, la liberté est une essence, n'est-ce pas? Et que, par ailleurs, c'est une essence qui produit beaucoup de petits, des libertés au pluriel. C'est ça. Alors, comment vous allez exprimer de manière plus frappante cette dialectique-là, de la liberté singulière et de la liberté plurielle? Comment vous allez le faire de manière concrète? Pour moi, la liberté de manière singulière, c'est un état, c'est le droit de tout être humain, c'est son essence de base. L'être humain né, il a cette liberté-là. Et après, dans cette liberté, plusieurs sous... C'est le droit naturel, quoi. C'est cela. Et après, il y a plusieurs sous-catégories. On peut exercer plusieurs libertés. Et la sécurité fait partie de ces libertés au sein de la grande liberté. D'accord. C'est bon. Oui, monsieur Mackenzie. Vous avez opposé liberté et lâcheté. Le sujet, c'était liberté et sécurité. Faut-il considérer que la sécurité est une lâcheté? Il faut considérer que lorsque la sécurité passe avant nos convictions, avant nos idées, c'est de la lâcheté. Donc oui. Et monsieur Aurel, vous avez indiqué que la liberté, on était libre quand on assurait sa sécurité d'une certaine manière. Est-ce que c'est vrai lorsque je suis américain qu'assurant ma liberté, j'achète des armes? Est-ce que j'assure ma sécurité? Est-ce que j'assure la sécurité des autres? Est-ce qu'il ne faut pas opposer éventuellement liberté personnelle et sécurité collective? Moi, je suis parti sur le principe que la liberté, c'est la personne qui décide sa liberté dans une optique égoïste, dans cette forme-là. Elle vise sa propre sécurité individuelle avant. Et après, l'individualisme de la personne l'a conduit à considérer que sa sécurité prime et qu'elle doit pouvoir renier un petit peu sur sa propre liberté dans cet ensemble-là. Après, pour les armes, la sécurité collective, c'est là que l'État doit intervenir en réglementant, quand je cite Rousseau dans le contrat social, avec la sécurité qui doit être assurée par l'État, je reviens à la sécurité collective qui doit, pour moi, s'opposer à la sécurité individuelle
de chacun. Mais si l'État intervient, il n'y a plus de liberté. Chacun reste disponible, chacun conserve toujours une portion de la liberté et il en transmet une autre à l'État. C'est pour ça que je parlais de plusieurs libertés au sein de la liberté globale. Qualités de notre ami sont remarquables sur d'abord l'argumentaire lui-même. Hein? Il a mieux construit, on le dit comme on le pense, il a mieux construit son argumentaire que notre premier ami, sur le fond. Et que, si on regarde la marchandise, au-delà de la présentation, eh bien le fond, ça ne veut pas dire que vous, au contraire, vous avez très bien pu vous en sortir, notamment ces histoires de règles, vous êtes bien sorti de ça. Mais je veux dire que lui, il a tricoté son argumentaire, il l'a tricoté et c'est bien fait. Et ça, c'est une qualité remarquable. Et même dans la réaction, où c'était improvisé, tous les deux, vous avez très bien réagi, et c'est quelque chose également que nous avons su bien apprécier. Donc voilà, en gros, ce sur quoi nous nous sommes appuyés pour faire la différence très, d'un cheveu près, hein, très serré, hein, dans vos prestations. Voilà. Je n'ai pas trahi le secret de délibération, j'espère. Bon. La limite. Voilà, je vous remercie en tout cas pour